Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question que j'ai reçue 3 fois via le formulaire de ma vidéo précédente. C'est une question sur la bourse et la question a été formulée de différentes manières, mais globalement c'est: est-ce que c'est le bon moment pour vendre? Est-ce que le marché va s'effondrer? Et c'est quoi le bon comportement à avoir face au marché qu'on connaît actuellement? Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais prendre un petit moment pour vous remercier tous de vos messages de soutien sur la dernière vidéo. Je vous en suis très reconnaissant, ils me vont droit au cœur. Alors évidemment la vidéo était un petit peu dark du fait du sujet, mais je veux bien rassurer tout le monde parce que j'ai le sentiment que certaines personnes étaient un peu inquiètes. Je suis en forme, les choses ne vont que en s'améliorant, donc tout va bien. Donc merci beaucoup à tous, mais pas d'inquiétude, normalement maintenant ça devrait aller. Alors maintenant, est-ce que le marché est trop haut et est-ce qu'il présente un risque de crash? Est-ce qu'il faut vendre, continuer à investir ou tout simplement attendre? La réponse courte, c'est que oui, le marché est haut, en particulier quand on va le mettre en rapport avec le contexte macroéconomique. L'inflation est toujours là, que ce soit aux US ou en Europe, et surtout, elle ne fait pas mine de partir, ça c'est important. Les taux des banques centrales sont toujours hauts et continuent même à monter chez nous en Europe. La BCE vient récemment de remonter les taux et annonce que potentiellement il pourrait y avoir d'autres remontées des taux. Il y a toujours des fortes tensions sur le marché de l'énergie qui impactent l'intégralité des secteurs, l'intégralité des entreprises, et les entreprises ont même d'autres difficultés, comme des difficultés à recruter. Donc le contexte macro n'est pas très bon. Et malgré ça, on voit les marchés qui ont repris du poil de la bête depuis le début de l'année, avec des chiffres assez impressionnants. Le S&P 500 est à plus 16%, le Nasdaq il est à plus 40%, le Dow Jones à plus 5%, le CAC 40 à plus 12%, le DAX à plus 13%, donc les marchés sont hauts. Mais la question du coup maintenant c'est: est-ce qu'ils sont trop hauts? En réalité, malgré ces très belles progressions, les marchés sont pour la plupart moins hauts que ce qu'ils étaient avant le marché baissier qu'on a connu en 2022. Du coup, si on regarde la valeur des index par rapport à leur valeur au 31 décembre 2021, on se rend compte que le S&P 500, il est encore à moins 6,63, le Nasdaq est à moins 6,84, le Dow Jones est à moins 4,73, le DAX est autour des 0%, et le seul qui s'en sort un tout petit peu avec du positif, c'est le CAC 40 qui est à plus 3,16. Donc ça, c'est pour le premier élément de réponse. Oui, les marchés sont hauts, mais on n'est pas sur des niveaux qui sont stratosphériques non plus. Le deuxième élément de réponse, ça va être un petit peu de la statistique sur les cycles des marchés. Donc les marchés sont cycliques, ça a été théorisé, ça a été mesuré à plusieurs reprises, il y a plein de bouquins qui en parlent. Et même si les contextes sont différents d'une époque à une autre, on a certains schémas qui ont une tendance naturelle à se reproduire, et donc c'est utile de regarder en arrière. Pour parler de ces cycles de marché, je vais prendre les chiffres d'une entreprise qui est spécialisée dans la recherche sur les marchés, qui s'appelle Bespoke Investment Group, qui est une entreprise qui est aux États-Unis et qui a publié en juin quelques chiffres très intéressants. Dans leur post sur Twitter, ils annonçaient que le bull market était bel et bien de retour, donc bull market c'est un marché haussier bien sûr, et que ce fait, le retour du bull market, était confirmé par une remontée de 20% du S&P 500 par rapport au plus bas qu'il avait connu en octobre 2022. En complément de cette annonce, ils ont donné quelques stats que je vous mets à l'écran, et d'après leur recherche, un bull market dure en moyenne 1011 jours, soit un petit peu moins de 3 ans, et le point médian, celui où il y a 50% au-dessus et 50% en dessous, est à 522 jours. Un bear market, un marché baissier, quant à lui, dure sensiblement moins longtemps, avec une moyenne de 286 jours, et il remarque que le bear market de 2022 est intéressant d'ailleurs par rapport à ça, parce qu'il a duré précisément 282 jours, donc il est très proche de la moyenne. Ce que ces chiffres nous disent globalement, c'est que le bull market qu'on connaît actuellement a le potentiel de durer pendant encore un bon moment. Forcément, on peut pas avoir de certitude, il n'y a jamais de certitude en investissement, mais statistiquement, le marché haussier qu'on connaît actuellement, n'ayant à son actif que 338 jours, au moment où je fais cette vidéo-là, il devrait se poursuivre, ou du moins il a la capacité de se poursuivre pendant encore un bon moment. Mais malgré ces données, on a vu pas mal de news ces derniers mois et ces dernières semaines de personnalités du monde de l'investissement qui annonçaient la fin de la fête. La plus grosse de ces news a sans aucun doute été celle de Michael Burry, l'homme qui avait prédit la crise de 2008 avant tout le monde et qui a annoncé qu'il shortait, donc qu'il pariait à la baisse, le S&P 500 et le Nasdaq 100 à hauteur de 1,68 milliard de dollars via des options. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous Michael Burry, et 2, qu'on n'a pas une vue d'ensemble de toutes les positions de Michael Burry. Ça, c'est important. Parce que du coup, on ne sait pas si aujourd'hui Michael Burry table sur une baisse réelle et durable du marché, ou simplement sur une légère correction avant que le marché reparte à la hausse. Globalement, à partir de ce moment-là de la vidéo, on va catégoriser les investisseurs en 3 catégories, et je vais vous laisser le soin de déterminer à laquelle vous appartenez, c'est vous qui connaissez le mieux vos comportements d'investissement. La première catégorie, ça va être les investisseurs passifs qui investissent quasiment uniquement dans des ETF et qui investissent quasiment uniquement sur le long terme. Ça représente, dans mon expérience, environ 80% des investisseurs. La deuxième catégorie, ça va être les investisseurs qu'on va appeler semi-passifs, qui ont 50% ou plus de leur portefeuille en ETF et qui investissent du coup dans quelques actions individuelles en complément par-ci par-là. Et la troisième catégorie, ça va être les investisseurs actifs qui construisent leur portefeuille uniquement, quasiment uniquement ou du moins très majoritairement avec des actions individuelles.
Pour le premier groupe d'investisseurs, les investisseurs passifs, la seule chose à faire face au marché qu'on connaît actuellement, c'est de ne rien changer. On continue à investir comme on investissait jusque-là, idéalement en respectant la stratégie du dollar cost averaging. Le dollar cost averaging, c'est quoi? C'est on investit la même somme tous les mois ou toutes les semaines dans les mêmes produits, avec beaucoup de patience, non-stop, on ne s'arrête pas, et on regarde juste son patrimoine grandir d'année en année. Si vous doutez que c'est la meilleure des stratégies, il y a deux études qui font référence sur ce sujet. Il y en a une qui a été publiée par Fidelity et une qui a été publiée par Bank of America. Et les deux concluent exactement la même chose. Pour la plupart des investisseurs, la meilleure chose, c'est de rester investi dans le marché, de continuer à investir, qu'il soit haut, que le marché soit haut, que le marché soit bas, qu'il stagne, peu importe. Il faut continuer à investir et il faut rester investi dans le marché. Ces deux études, elles montrent notamment que la plupart des investisseurs qui essaient de timer le marché, donc de vendre à un bon moment et puis de racheter à un meilleur moment, vendent en général trop tard, après les pires journées de baisse, et ils achètent aussi trop tard, après les meilleures journées de hausse. Donc il faut se méfier de ce comportement d'essayer de timer le marché pour le premier groupe d'investisseurs. Pour les deuxième et troisième groupes, par contre, ça vaut peut-être le coup aujourd'hui de faire quelques arbitrages et de vendre les actions de sociétés qui sont montées soit un petit peu trop haut, soit au contraire qui ont sous-performé malgré un marché qui est très haussier. Quand je dis ça, le premier exemple qui me vient en tête, c'est celui de Nvidia. Nvidia, c'est une boîte que j'adore, dans laquelle je crois à fond, j'en ai parlé en long large sur la chaîne, j'adore cette boîte. La boîte a pour moi un potentiel qui est incroyable, mais force est de constater qu'aujourd'hui, plus 200% depuis le début de l'année, quand on voit que le CA ne progresse lui que de 28%, et quand on commence à regarder les ratios financiers que je vous mets à l'écran, les ratios financiers de valorisation, ça semble un petit peu excessif. Est-ce que pour autant je pense qu'il faut vendre Nvidia ? Pas forcément, c'est possible que ça continue à monter, mais par contre, c'est certainement beaucoup plus risqué de garder Nvidia dans son portefeuille aujourd'hui qu'il y a un an. Un deuxième exemple d'entreprise qui serait un petit peu potentiellement surévaluée, ce serait Amazon. En début d'année, j'avais fait une vidéo où je disais que pour moi, c'était le bon moment pour acheter Amazon, en janvier, je crois que j'ai dû la sortir quelque chose comme le 3 janvier. Depuis, l'action a pris plus 60%. Plus 60% pour une entreprise très mature comme Amazon, c'est tout simplement énorme, il n'y a rien d'autre à dire. Et perso, ça me met un petit peu sur mes gardes, je me dis tiens, il faut peut-être que je fasse un peu attention. Et pourtant, la semaine dernière, la banque Morgan Stanley a publié une analyse dans laquelle ils estiment que le prix de l'action pourrait encore monter de 60% dans les 12 à 18 prochains mois. À ce moment-là, du coup, c'est à chacun de prendre sa décision en tant qu'investisseur. Est-ce que je me contente de 60% des gains en 9 mois, encore une fois stratosphérique et très important, c'est énorme, et du coup je vends mes actions Amazon pour sécuriser les gains et les investir dans quelque chose de plus stable, comme un ETF, ou est-ce que je reste sur ma position Amazon, parce que je pense que ça peut encore monter, je pense que ça peut monter beaucoup plus, à moyen et à long terme. Voilà, c'est à chacun de voir. Perso, j'ai pas la réponse, ça dépendra de la stratégie et de l'appétence au risque de chacun, et il faut prendre ses décisions d'investissement en son âme et conscience. Enfin, le dernier point que je voudrais couvrir sur cette idée de timer le marché, de vendre au bon moment et puis de racheter après, c'est l'aspect psychologique qu'il y a autour. Quand en mai 2022, dans cette vidéo-là, à 5 minutes 10, je disais que Netflix était massivement sous-évalué, il y a sûrement pas grand monde qui a été en acheté. Parce que quand on va cliquer sur le bouton acheter cette action, et que le graphique te dit moins 46% sur les 3 derniers mois, que toutes les actus autour de la boîte sont Netflix perd des abonnés, la concurrence est de plus en plus rude sur le marché du streaming, Disney vole X centaines de milliers d'abonnés à Netflix, tout ça, et ben ça devient extrêmement difficile d'aller à contre-courant de toutes ces news et de tout ce rouge que tu vois partout. Et c'est complètement normal, il y a plusieurs aspects psychologiques qui rentrent en jeu, comme le biais de confirmation ou le biais de conformité. Je jette pas la pierre, mais simplement, c'est quelque chose de difficile que d'investir dans Netflix à ce moment-là. Pour autant, Netflix était une sous-évaluation assez évidente, dans la mesure où il n'y avait qu'un seul de ces métriques, son nombre d'abonnés en l'occurrence, qui était responsable de la baisse du prix. Quand on est confronté à des analyses plus complexes, dans lesquelles on va devoir prendre en compte beaucoup plus de paramètres, ça devient beaucoup plus difficile de prendre une décision d'achat sur une entreprise ou sur un index qui est rouge depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc c'est souvent une bonne chose à ce moment-là que d'avoir une stratégie automatisée, comme le dollar cost averaging dont je parlais plus tôt pour les investisseurs passifs, plutôt qu'une stratégie discrétionnaire, c'est-à-dire où tu prends des décisions ponctuelles en fonction du contexte. Et ça peut être une stratégie discrétionnaire, ça peut être plus compliqué à exécuter et ça peut souvent être moins rentable. En conclusion, je dirais qu'en investissement, c'est souvent la simplicité qui gagne et que trop compliquer votre stratégie ou essayer de prendre des risques ou essayer de gagner un avantage sur les autres, comme timer le marché, c'est des choses, quand c'est pas totalement maîtrisé, qui peuvent faire plus de mal que de bien à votre performance, et donc il faut être bien sûr de ce que vous faites. N'oubliez pas que quelqu'un qui fait du DCA avec des ETF larges réussira en moyenne à afficher une performance annuelle de 10%, ce qui est amplement suffisant pour vous construire un très beau patrimoine en bourse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir répondu à la question. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui sont sur la chaîne, merci à tous ceux qui sont abonnés.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, s'il y a des choses que vous voulez que je continue à travailler et dont vous voulez que je parle. Encore une fois, merci à tous d'être sur la chaîne, merci à tous pour le soutien, et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À ciao!